Question numéro 1. Pour conduire dans de meilleures conditions, je peux mettre mes lunettes de soleil. Réponse A. Allumer mes feux. Réponse B. Baisser mon pare-soleil. Réponse C. Le plus important dans la conduite, c'est de pouvoir voir ce qu'il se passe pour pouvoir anticiper et adapter notre allure en conséquence. Si vous voyez pas bien, ça devient dangereux. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas surtout à mettre vos lunettes de soleil et aussi à baisser votre pare-soleil. Allumer les feux, là, ne servira à rien. Ça ne va pas atténuer l'éblouissement que vous avez en face de vous. Donc là, c'était réponse A et C. Par temps de pluie, les distances de freinage restent identiques. Réponse A sont multipliées par 2. Réponse B sont multipliées par 3. Réponse C. La météo, le type de la route et l'état du véhicule peuvent avoir des conséquences sur la distance de freinage et peuvent les rallonger. Ici, dans ce cas, en cas de pluie uniquement, c'est multiplié par 2. Et donc on peut rallonger si on a un problème d'état du véhicule aussi par exemple. Mais uniquement par temps de pluie, c'est multiplié par 2. Réponse B. Question 3. L'angle de vision est d'environ 180 degrés à l'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. 60 degrés à 80 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, à l'arrêt, la largeur du champ visuel, il est à peu près de 180 degrés. Hein. C'est-à-dire que là, si on tendait vraiment les bras sur les côtés de notre tête, on voit les deux extrémités de nos mains. Et cette largeur, elle va rétrécir. Plus on va rouler vite, plus elle va rétrécir. D'accord ? Pour vous donner une idée d'ordre un petit peu de grandeur, là, savoir comment ça va évoluer, à 30 km/h, mon champ de vision, il est à peu près de 120 degrés. C'est à peu près ce qu'on peut voir ici. D'accord ? Ensuite, plus on va rouler vite, à 80 km/h par exemple, il va réduire à 60 degrés. Donc 60 degrés, ça fait plus grand chose, hein, ça fait à peu près ça. Et puis ensuite, à 100 km/h, il va réduire à 45 degrés. Donc ce qui veut dire que plus on va aller vite, plus on va louper des indices autour de nous, d'accord ? Donc ça c'est important de le savoir. Donc là la réponse c'était A et C. 180 degrés à l'arrêt, oui, et ça réduit à 60 degrés à 80 km/h, oui, donc réponse A et C. Le symbole permettant de localiser les témoins d'usure est identique sur tous les pneus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce symbole-là, c'est en effet le témoin d'usure. Ça veut dire que si on remonte au niveau de ce symbole-là, on observe là, on le voit hein, ici, une petite bosse là. Quand la gomme là, elle arrive à la même hauteur que cette bosse-là, c'est que le pneu est à changer. Alors, est-ce que c'est toujours ce symbole-là ? Non. Des fois, vous aurez l'indice TWI, qui veut dire témoin d'usure en anglais, d'accord ? Ou alors le petit bibendum aussi Michelin, vous savez, le petit bonhomme là, boursouflé. Donc, c'était réponse B. Question 5. J'envisage de dépasser la voiture. Je me rapproche. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Je m'éloigne. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, j'envisage de dépasser la voiture. Est-ce que je me rapproche? Si je me rapproche, déjà dans un premier temps, je n'aurai plus mes distances de sécurité entre elle et moi. Et en plus de ça, plus je vais me rapprocher, moins j'aurai de visibilité sur ce qui se passe sur les côtés et sur l'avant. D'accord? Donc ça, c'est pas la meilleure chose à faire. Et ce qui fait que je risque peut-être d'être surpris d'ailleurs si un véhicule arrive sur les côtés, sur l'intersection sur les côtés, je ne le verrai pas. Ou s'il y a un autre véhicule qui arrive en face, ou qui dépasse le véhicule d'en face aussi, qui arrive en face, je ne le verrai pas non plus. Donc ça, je ne m'approche pas. Donc si je m'éloigne, par contre, j'aurai une meilleure visibilité vers l'avant, et en plus de ça, ça me permettra de prendre de l'élan pour pouvoir ensuite, au moment venu, j'accélérerai un petit peu et ça me permettra de prendre de l'élan pour pouvoir effectuer mon dépassement. Donc là, est-ce que je me rapproche? Non, réponse B. Est-ce que je m'éloigne? Oui, réponse C. En cas d'incident, l'information peut être communiquée par des panneaux à messages variables? Oui, réponse A. Non, réponse B. Par la radio? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors il faut savoir que dans les longs tunnels, vous avez toujours des caméras d'observation pour voir s'il y a les accidents, pour gérer tout ça, avec des postes d'issue de secours ou d'appel d'urgence. Mais vous avez aussi des fois des panneaux à messages variables, vous savez, des grands panneaux qui sont mis en hauteur ici, là, à ce niveau-là, avec des indications pour vous dire stop accident, donc veuillez prendre l'issue de secours, enfin voilà. Donc vous avez des indications souvent à l'intérieur des tunnels. Mais vous avez aussi, et c'est signalé à l'entrée, ils vous mettent sur quelle onde vous devez vous mettre sur la station de radio pour trouver la radio qui émettra à l'intérieur du tunnel. Alors, ça n'émettra pas votre station de radio préférée, ça sera uniquement une radio qui est destinée à l'information qu'il y aura dans le tunnel pour vous prévenir en cas d'accident. Donc là, en cas d'incident, l'information peut être communiquée par des panneaux à messages variables, oui, et par la radio, oui aussi. Donc c'était réponse A et C. Je range le gilet haute visibilité dans le coffre, réponse A, la boîte à gants, réponse B. Alors, en circulation, le conducteur doit, et j'ai bien dit doit, obligatoirement disposer d'un gilet haute visibilité à portée de main. Donc, ce qui fait que il doit être rangé, en règle générale, dans la boîte à gants, d'accord, mais pas dans le coffre, parce que dans ce cas-là, il serait obligé de sortir de son véhicule pour pouvoir l'utiliser. Et donc, le temps de faire le trajet, il va se mettre en danger. C'est pour ça qu'il faut le mettre dans la boîte à gants. Donc, ici, c'était réponse B. La principale cause d'usure au centre de la bande de roulement de ce pneu est un défaut de parallélisme, réponse A, le surgonflage, réponse B, le sous-gonflage, réponse C. Alors vous voyez quand c'est usé là, c'est cette zone-là qui est usée ici, à cet endroit-là. Là sur les côtés, on revoit les stries pour l'évacuation de l'eau, et ici on voit plus rien. Donc quand c'est usé ici, c'est parce que le pneu il est un peu trop gonflé. Au lieu d'être plat, de se terminer plat comme ça, vous
ok, et ben là il est trop gonflé ici dans cette zone-là, et donc ça va user beaucoup cette zone-là qui va être en contact avec le sol. Donc là, ici, la principale cause d'usure au centre de la bande, c'est le surgonflage. Donc réponse B. Question 9. Des passagers peuvent réduire la vigilance du conducteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bah oui, hein, les passagers, évidemment, ça peut perturber la vigilance du conducteur. Si vous avez une discussion, votre attention, elle est sur la discussion et moins sur l'extérieur. S'il y a des enfants qui se chamaillent aussi, bah il y a des fois, on sera obligé de se retourner pour se fâcher aussi. Ça, c'est très dangereux, d'accord. Donc, ce genre de situation, c'est à éviter. Donc, les passagers, en effet, peuvent réduire la vigilance. Donc là, c'était réponse A. Question 10. La localisation la plus importante est Pisevieille, réponse A, Trouy, réponse B. Je vais emprunter une route nationale, réponse C, une route départementale, réponse D. La localisation la plus importante, c'est Trouy. C'est toujours le panneau qui est au-dessus. Après, on met les plus petites localités en dessous. Il y a aussi une confirmation parce que là, c'est mis en majuscule. Le reste, c'est mis en minuscule. Donc, la localité la plus importante, c'est donc Trouy. Ensuite, est-ce que je vais emprunter une route nationale ou une route départementale? Là, vous avez la cartouche ici qui est jaune. Quand la cartouche est jaune, c'est une route départementale. C'est à savoir par cœur, ça. Donc là, c'était réponse B et D. Question 11. Pour croiser ce piéton, je respecte un intervalle minimum de 2 mètres, réponse A. 1,50 m, réponse B. 1 mètre, réponse C. 0,50 m, réponse D. Alors, je vous rappelle la règle, quand on est en agglomération, l'écart doit être au minimum de 1 mètre, et quand nous sommes hors agglomération, comme ici, hein, quand on observe là, c'est bien hors agglomération, et quand nous sommes hors agglomération, c'est 1,50 m. Donc là, c'était réponse B. Question 12. Le permis de conduire probatoire possède un capital initial de 3 points, réponse A, 6 points, réponse B. Sans la conduite accompagnée et sans infraction, ce capital est augmenté chaque année de 2 points, réponse C, 3 points, réponse D. Donc, le permis de conduire probatoire. Alors, probatoire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand on est jeune conducteur. Ça veut dire qu'on vient d'obtenir le permis de conduire. D'accord? Eh bien, automatiquement, on part sur une base de 6 points. Et progressivement, on va arriver, comme ceux qui ont tous leurs points et qui ne sont plus jeunes conducteurs, on va arriver aux 12 points, progressivement. Alors, comment ça fonctionne? Si vous n'êtes pas en conduite accompagnée, donc vous avez passé votre permis par exemple à 18, 20 ans ou plus, vous n'êtes pas en conduite accompagnée, là, dans ce cas-là, vous allez avoir 3 ans de période probatoire, donc de période, on va dire, de jeune conducteur, hein, vous avez 3 ans, et donc forcément pour aller jusqu'à 12 points, vous allez récupérer 2 points à chaque fois. Donc ça va faire 6 points, au bout d'un an, 8 points,
au bout de 2 ans, 10 points, et à la 3e année, au bout de 3 ans, vous avez vos 12 points, si vous n'avez pas fait d'erreur, évidemment, pas d'infraction. Si vous êtes en conduite accompagnée, vous partez aussi sur une base de 6 points, d'accord? Mais là, la conduite accompagnée, c'est une période probatoire uniquement de 2 ans après, quand vous avez passé votre permis de conduire. Ça réduit la période probatoire à 2 ans. Donc, vous partez sur 6 points. Mais après, vous allez gagner 3 points au lieu de 2 points normalement. Donc 3 points, donc vous allez arriver à 9 points. Et puis ensuite, au bout de la 2e année, quand vous ne serez plus en période probatoire, vous allez encore récupérer 3 points si vous n'avez pas fait d'infraction. D'accord? Donc comme on était à 9 plus 3, ça fait 12 points. Donc le permis de conduire probatoire possède un capital initial de 6 points, réponse B. Et sans la conduite accompagnée et sans infraction, ce capital est augmenté chaque année de 2 points. Donc là, c'était réponse B et C. Question 13. Je cède le passage aux piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, je vois que mon clignotant est en fonctionnement. Je vais donc tourner à droite. Ce qui fait que je vais être dans une zone de rencontre avec ce piéton-là. Le piéton est dans un passage piéton. Il est donc prioritaire. Du coup, quand je vais tourner, je vais devoir, moi, m'arrêter pour le laisser passer. Et une fois qu'il aura fini de traverser la route, je pourrai continuer de tourner. D'accord? Mais je ne suis pas prioritaire. Je dois la laisser passer, cette personne-là. Donc, c'était réponse A. Je cède le passage aux piétons. Question 14. Il est obligatoire d'avoir un gilet haute visibilité par place assise. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, c'est obligatoire d'en posséder au moins un à portée immédiate, à portée de main dans la voiture. Il n'y a pas d'obligation d'en avoir plusieurs. Certains pays, en Europe, attention, c'est obligatoire. Renseignez-vous en fonction des pays. Mais en France, ce n'est pas obligatoire d'en avoir plusieurs. Par contre, c'est fortement conseillé pour leur sécurité, pour bien être vu. Si vous avez des enfants notamment, c'est bien qu'ils soient bien visibles au moment où vous avez votre véhicule en panne et que vous êtes sur le bord de la route. Donc là, c'est réponse B. Question 15. Lors d'un aquaplanage, le pneu perd partiellement l'adhérence. Réponse A. Le pneu perd totalement l'adhérence. Réponse B. Alors, l'aquaplaning, c'est quand le pneu est soulevé, même un ou les 4 pneus, ça peut être en fonction de la route, en fonction de l'eau qu'il y a sous les pneus. Mais c'est lorsque un ou plusieurs pneus sont soulevés à cause de l'eau. Pourquoi? Parce que vous avez vu, là, il y a des sculptures, il y a des rainures qui sont ici, dans les pneus. Et donc ça permet d'évacuer l'eau. L'eau passe par là et ressort par derrière. D'ailleurs, on voit bien que ça ressort par derrière. À une certaine vitesse, si on va trop vite par rapport à la quantité d'eau qu'il y a au sol, eh bien, toutes ces rainures-là n'arrivent pas à évacuer toute l'eau qu'il y a devant le pneu. Donc, au bout d'un moment, comme ça n'arrive plus à évacuer toute l'eau qu'il y a devant le pneu, eh bien, il y a un film d'eau, il y a une petite quantité d'eau qui reste sous le pneu. Et donc là, le pneu se décolle de la route et il se met à flotter, en fait, quelque sorte. Vous faites du surf, finalement. Qu'est-ce qui favorise cet aquaplanage-là? Ou aquaplaning, c'est un mot français, aquaplanage ou aquaplaning. On peut dire aussi hydroplanage, ne vous étonnez pas non plus par ce terme-là.
Alors, qu'est-ce qui peut influencer et puis favoriser justement cet aquaplanage? C'est quand vous allez trop vite, donc le pneu n'arrive plus à évacuer, ou quand l'épaisseur d'eau sur la route est vraiment trop importante, c'est pareil, là le rainurage ne suffira plus. Il y a aussi l'usure des pneus. Si les beaux pneus sont usés, les rainures seront beaucoup moins importantes, donc ça évacuera beaucoup moins l'eau. Et puis il y a aussi la largeur du pneu. Plus ils sont larges, moins l'eau peut s'évacuer par les rainures, parce que là il y a beaucoup plus de surface d'eau en dessous le pneu. Donc c'était réponse B. Question 16. Cette conductrice est correctement installée au poste de conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, si on regarde bien, il y a une chose qui est flagrante. C'est la ceinture de sécurité. Vous avez vu là, elle est vrillée ici et ici. Donc, elle est mal installée. La ceinture, elle doit être le plus plat possible sur vous. Pourquoi? Parce que si vous avez un accident, vous allez être plaqué contre la ceinture. Et la ceinture, elle va épouser un petit peu la forme de votre corps. Plus elle est large, moins elle provoquera de douleur au niveau de votre corps. Ici, comme elle est vrillée, eh bien, c'est comme si c'était un peu une cordelette qui vous arrêtait et vous risquez d'avoir des séquelles, des lésions supplémentaires. Donc là, comme elle est vrillée, elle est mal installée. Donc c'était réponse B. Question numéro 17. À cette intersection, je m'arrête, réponse A. Je ralentis et je passe, réponse B. Je suis prioritaire, réponse C. Je cède le passage à droite, réponse D. Alors là, on pourrait se dire que le feu est orange et qu'il va passer au rouge, d'accord? Mais en fait, ce n'est pas le cas. Le feu était clignotant. Regardez, si on revient en arrière, vous avez vu, le feu est clignotant. Derrière, on ne me colle pas non plus aux fesses, donc tout va bien. Donc le feu était clignotant. Ça veut dire quoi quand il est clignotant à la place du orange? Il ne va pas passer rouge en fait. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit, donc c'est une intersection où on doit passer avec prudence et on doit regarder la signalisation. Qu'est-ce que nous dit la signalisation? Là, ici, on voit un panneau qui nous dit « route à caractère prioritaire ». Ça veut dire que sur toute cette route-là, je suis prioritaire si je continue sur cette route-là. La preuve, c'est que sur le côté, là, ici, on voit aussi un panneau « céder le passage ». D'accord? Donc, vous avez bien un céder le passage qui est sur la droite. Donc, je suis prioritaire. Est-ce que j'ai à m'arrêter? Non, puisqu'il est uniquement clignotant. Je vous ai dit qu'il n'allait pas passer au rouge. Donc là, je ne m'arrête pas. Mais je vais ralentir. Tout en passant, je vais ralentir. Pourquoi? Parce que s'il clignote, ça veut dire qu'on doit passer en toute prudence, on doit ralentir un petit peu. Donc, je ralentis et je passe. Réponse B. Je suis prioritaire? Oui. Avec ce panneau-là, on voit qu'on est prioritaire. Donc, oui, réponse C. Donc, B et C. Est-ce que je cède le passage à droite? Non. À droite, ils ont un cédé le passage. Donc, c'est réponse B et C. Question 18. Dans cette rue, peuvent circuler dans les deux sens les vélos, réponse A. Les cyclomoteurs, réponse B. Les motos, réponse C. Les autos, réponse D. Alors vous avez vu là, il y a un panneau qui nous dit double sens cyclable. Ça veut dire qu'il s'agit d'une voie de circulation qui a double sens, dont un sens qui est réservé exclusivement ça veut dire uniquement, rien que pour les cyclistes. Là, ce marquage-là, avec les flèches qui sont au sol, c'est réservé pour les cyclistes. Ils peuvent circuler
dans ce sens de circulation, c'est-à-dire vers moi. Mais si j'ai un cycliste qui est ici, il peut aussi circuler dans cette voie-là, comme tous les autres usagers de la route. Il n'y a pas d'interdiction. Les vélos peuvent aussi, dans ce sens-là, circuler dans cette voie-là. Donc, ces réponses A. Question 19. L'ESP, correcteur électronique de trajectoire, agit de façon significative sur la vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur la trajectoire. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'ESP, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, c'est même précisé, hein, vous avez un peu de chance. Des fois, c'est pas toujours noté, hein, donc retenez-le quand même. L'ESP, c'est un équipement qui permet d'éviter les dérapages pour éviter de justement perdre la trajectoire de votre véhicule. Mais ça n'intervient en aucun cas sur la vitesse. Par exemple, quand vous approchez d'un virage, c'est à vous de décider de votre allure et l'ESP n'aura pas d'incidence là-dessus. Donc, c'était réponse B. Parce que ça n'agit pas sur la vitesse, mais ça agit sur la trajectoire. Donc B et C. Question 20. Ce cadran indique la vitesse de rotation du moteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il m'aide à réduire la consommation de mon véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc ça, c'est le nombre de tours par minute. Donc en fait, ça indique vraiment la vitesse de rotation du moteur. Ça s'appelle aussi le compte tours. Ça me permet aussi de m'aider à choisir le bon rapport de vitesse. Donc de ne pas faire trop hurler ma voiture, de pas trop s'approcher de la zone rouge, ou de pas non plus être trop en sous-régime. Le fait de pas être trop en sur-régime ni en sous-régime, ça me permet de réduire ma consommation de carburant. Donc ça permet donc conduite souple, écologique et économique. Donc c'était réponse A et C. Question 21. Le téléphone vibre. Je peux regarder furtivement de quoi il s'agit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Furtivement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est de façon très rapide. Donc, je sais pas, moi, je le regarde pendant une seconde, quoi. Alors, pour vous donner une idée, quelle distance on parcourt pendant une seconde? Eh ben, quand vous êtes à 50 km/h, vous allez parcourir 14 mètres. Quand vous êtes à 90 km/h, vous allez parcourir 25 mètres. Donc, imaginez, ne serait-ce qu'en ville, si vous fermez les yeux pendant 15 mètres. C'est chaud, hein, c'est dangereux, hein. Donc, c'est pour ça que c'est interdit de le regarder, même furtivement, même très rapidement. Il faut quand même savoir que 35% des accidents sont dus à un défaut de perception visuelle, d'accord? Donc, de quelqu'un qui a mal observé. Donc, réponse B. Je garde au moins 70 mètres de distance de sécurité. Si je roule à 80 km/h, oui, réponse A. Non, réponse B. Si je roule à 60 km/h, oui, réponse C. Non, réponse D. Nous sommes ici dans un tunnel où nous sommes limités à 90 km/h au maximum. Donc je peux rouler en dessous des 90 km/h aussi, c'est possible. J'ai un autre panneau qui me dit qu'il y a un intervalle obligatoire entre les deux véhicules de 70 mètres. D'accord ? La règle à savoir avec ce panneau-là,
c'est que les 70 mètres sont à respecter aussi bien en circulation, lorsque je roule à n'importe quelle allure, que ce soit 60 ou 90 km/h, mais aussi à l'arrêt. C'est-à-dire que même si je suis à l'arrêt, je dois respecter mes 70 mètres. Pourquoi ? Parce que s'il y a un problème de vent et que nous sommes arrêtés, je dois laisser un intervalle suffisant pour laisser le passage aux pompiers, pour qu'ils puissent passer entre les différents véhicules, pour pouvoir aller au lieu de l'incendie, par exemple, si c'est un incendie. Pareil, si c'est un incendie, ça évite que l'incendie se répande entre les différentes voitures et que ça brûle toutes les voitures. Donc là, je garde au moins 70 mètres de distance de sécurité si je roule à 90 km/h. Oui, réponse A. Si je roule à 60 km/h, oui, parce que à n'importe quelle allure, j'ai 70 mètres à respecter. Question 23. Je vais tout droit. J'emprunte la voie de droite. Réponse A. La voie de gauche. Réponse B. Alors, lorsque l'on observe la signalisation, on voit un panneau bleu qui nous dit qu'il y a une voie réservée pour les bus, avec une confirmation, on voit bien au marquage au sol ici, avec des pointillés bien larges et resserrés comme ça, qui nous signifie que c'est une voie réservée pour le bus. Ce qui veut dire que moi, je n'ai pas le droit de circuler dessus, je dois obligatoirement m'écarter. D'accord ? Donc j'emprunte la voie de gauche. Réponse B. Question 24. En plus des feux de croisement, j'allume les feux de brouillard avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les feux de brouillard arrière. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc on va faire une petite révision de savoir quand est-ce qu'on a le droit d'utiliser les feux de brouillard. Alors je vous dessine une voiture. Alors, à l'avant, j'ai le droit d'aller utiliser en cas de brouillard, neige et pluie. À l'arrière, j'ai le droit en cas de brouillard, neige, mais surtout pas par temps de pluie. Pourquoi ? Parce que ça éblouit. Vous savez, le feu rouge, il est tellement intense que ça éblouit les véhicules à l'arrière. Alors, il y a un moyen mémotechnique pour retenir ça. Vous connaissez la banque BNP. Je fais pas de pub, mais c'est ça. Donc, n'oubliez pas de passer à la banque avant d'aller chercher, pour les enfants qui sont à l'arrière, avant d'aller chercher les Choco-BN, d'accord ? Donc, il faut passer à la banque avant, BNP à l'avant, pour avoir des Choco-BN à l'arrière, pour les enfants à l'arrière. D'accord ? Donc, c'est le petit moyen pour mémoriser ça. Donc, est-ce que j'ai le droit dans cette situation ? Là, il neige, vous voyez. Donc, à l'avant, j'ai le droit, neige, et à l'arrière, j'ai aussi le droit. L'arrière est interdit par temps de pluie. Donc, réponse A et C. Question 25. Dans cette situation, je reste à la même allure, réponse A. Je ralentis, réponse B. Alors, les panneaux bleus et les cartouches là, ici, et là, rouges, m'indiquent bien que je suis sur l'autoroute. Si je continue sur la voie droite, je prendrai la direction de Turin. Et on voit qu'il y a une limitation de vitesse ici, avec un panonceau, avec une flèche sur la droite. Ça veut dire que les 110 km/h seront pour ceux qui utilisent la voie de droite et qui veulent partir vers la droite. Eh bien, c'est notre cas. Moi, actuellement, je circule à 130 km/h et je dois rouler, puisque je vais à Turin vers la droite, je dois rouler à 110 km/h, donc je ralentis. Réponse B. Je souffre de diabète grave. Je dois passer un examen médical. Pour passer le permis de conduire, oui. Réponse A. Non. Réponse B.
Pour continuer à conduire, oui, réponse C, non, réponse D. Alors il faut savoir que certaines pathologies sont incompatibles avec la conduite d'une voiture. C'est le cas par exemple si je suis atteint de diabète grave, mais aussi de problèmes cardiaques ou de troubles de l'équilibre, certains problèmes de vue aussi. Alors dans ce cas-là, il faut faire une visite médicale chez un médecin, mais attention, pas n'importe quel médecin, hein. Ça doit être un médecin agréé par la préfecture, que ce soit pour passer l'examen de conduite ou après, au moment de la conduite, parce que je peux être atteint d'une pathologie, par exemple 10 ans après avoir passé mon examen de conduite, d'accord ? Dans ce cas-là, il faudra le déclarer et faire une visite médicale. Donc là, c'était la réponse A et C. La consommation de carburant augmente avec une conduite dynamique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un sous-gonflage des pneus. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc plus vous aurez une conduite dynamique, plus vous allez pousser vos rapports, donc là ça provoque une surconsommation, plus vous allez accélérer inutilement, alors qu'il y a un obstacle vers l'avant, vous accélérez quand même, donc là ça provoque évidemment une consommation de carburant plus importante. Ensuite, le sous-gonflage des pneus aussi, c'est comme si quand vous faites du vélo avec des pneus qui sont sous-gonflés, voire crevés, vous avez remarqué que c'était beaucoup plus difficile de faire avancer votre vélo. Pourquoi ? Parce qu'il y a une résistance au sol. Donc là, c'est pareil, la voiture va faire plus d'efforts, donc elle va consommer plus. Donc c'était réponse A et C. Question 28. Le GPS participe à l'éco-conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors le GPS, lui, il permet quoi ? De prévoir à l'avance son trajet, d'accord ? On peut même sélectionner le trajet, vous savez, le plus adapté en fonction du trafic aussi, par exemple. Et il est même possible sur les GPS de choisir une option pour avoir un trajet plus économique. Donc en fonction des trafics et des types de routes. Et puis, même s'il peut quand même nous perturber un petit peu notre attention quand on regarde sur l'écran, ceci dit, il nous aide dans notre trajet. Donc on sait à l'avance où on va aller. Donc on va éviter des freinages inutiles. On va éviter des accélérations inutiles si on sait que dans 200 mètres, il faudra par exemple tourner. Donc il participe quand même à l'éco-conduite. Donc réponse A. Question 29. J'allume les feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsqu'il y a un bouchon comme celui-ci, on allume les feux de détresse pour prévenir ceux de derrière qu'on circule soit à allure lente, soit qu'on est arrêté. Comme ça, celui de derrière peut adapter son allure et éviter de nous rentrer dedans. Là, c'est pas le cas, vous avez vu, il y a plein de véhicules déjà qui nous serrent derrière, et le bouchon, il continue derrière aussi. Donc mes feux de détresse ne sont plus utiles, puisqu'ils sont déjà au courant, ils ont déjà adapté leur allure. Donc là, est-ce que j'allume les feux de détresse ? Non, réponse B. Je les mets que si je suis le dernier de la file. Question 30. Les feux de croisement sont visibles à 30 mètres minimum, réponse A. Éclair à 30 mètres minimum, réponse B.
Alors ça, c'est à savoir par cœur. Les feux de croisement doivent éclairer à 30 mètres minimum. Je vous mets la réglementation là. Comme ça, vous faites pause si vous savez pas et vous faites des petites fiches à réviser comme je vous l'explique dans la petite formation. À réviser, comme ça, vous ne ferez plus d'erreur là-dessus. Donc, c'était réponse B. Question 31. Les utilisateurs d'engins de déplacement personnel, EDP, non motorisés, sont assimilés à des piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc à connaître, EDP c'est engin de déplacement personnel. Il y a plusieurs catégories dans les EDP. Il y a les engins qui sont non motorisés. Ça veut dire que c'est poussé par la force musculaire, donc la force de la personne. Donc ça peut être un skateboard, une trottinette mais sans moteur, et puis des rollers par exemple. Ceux-là, ils sont considérés comme des piétons, donc ils peuvent utiliser les trottoirs. Ensuite, vous avez les engins motorisés, qui eux sont propulsés soit par un moteur électrique, soit par un petit moteur thermique, comme les gyropodes, les monoroues, les overboards, les trottinettes électriques. Ceux-là sont autorisés qu'à partir de 12 ans, les engins motorisés, et ils ont grosso modo les mêmes règles que les cyclistes, mais avec quelques différences. En agglomération pour cela, ils ont l'obligation de circuler sur les pistes ou les bandes cyclables. Et s'ils ne peuvent pas le faire, s'il n'y a pas de piste, pas de bande cyclable, ils sont autorisés à circuler sur la chaussée, à condition que la limitation de vitesse soit à 50 km/h sur cette chaussée-là, ou moins. Quand vous êtes hors agglomération, la circulation est interdite sur la chaussée avec ces engins-là. Vous avez seulement le droit sur les voies vertes et les pistes cyclables. Donc là, c'était réponse à les engins de déplacement personnel non motorisés sont assimilés à des piétons. Question 32. La vitesse maximale autorisée est de 90 km/h, réponse A, 100 km/h, réponse B, 110 km/h, réponse C, 130 km/h, réponse D. Ici, vous avez un panneau bleu avec une indication de autoroute. Donc ça veut dire que nous sommes sur l'autoroute. Donc la vitesse, quand il fait un temps correct, quand il y a beau temps, pas de chaussée humide, pas de pluie, est de 130 km/h. Ok ? À partir du moment où il pleut, la chaussée est humide, je dois descendre à 110 km/h. Donc là, vu les conditions, c'est 110 km/h. Moi, on me demande la vitesse maximale. Donc on me demande pas toutes les allures à laquelle je peux rouler, on me demande la vitesse maximale. Donc je n'ai qu'une seule réponse à donner, d'accord ? Donc ma vitesse maximale autorisée est de 110 km/h parce qu'il pleut. Donc réponse C. Question 33. La vitesse maximale autorisée est de 90 km/h, réponse A. 100 km/h, réponse B. 110 km/h, réponse C. 130 km/h, réponse D. Alors, ici, on nous demande la vitesse maximale. Donc, comme c'est la vitesse maximale, on n'a qu'une limitation de vitesse à donner. On ne nous demande pas à quelle vitesse on peut rouler, on nous demande uniquement la vitesse maximale. Donc, on va regarder où on se situe. Ici, on voit qu'on est sur une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central. On voit le muret qui nous sépare avec ceux d'en face, donc on circule en sens unique.
Ensuite, si on regarde les panneaux, on peut voir que là, la cartouche nous dit D d'ailleurs, D comme départemental. Attention, on voit en effet qu'il y a un panneau autoroute, mais tous les panneaux ne sont pas bleus ici. Tout serait bleu avec la cartouche autoroute, d'accord, on serait sur l'autoroute. Mais là, il y a des panneaux, là les panneaux de gauche ne sont pas tous bleus, il y en a aussi des verts et des blancs. Donc nous ne sommes pas sur l'autoroute. Donc une limitation de vitesse sur une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central est à 110 km/h. Comme on ne nous précise rien, je ne suis pas jeune conducteur, donc je respecte les limitations de vitesse comme tout le monde. Donc ça va être la vitesse maximale, 110 km/h. Réponse C. Question 34. Je circule dans la bonne voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, nous avons en fait sur la chaussée, il y a deux voies, celle-ci, donc dans ce sens de circulation là, et dans ce sens-là. Les marquages que vous voyez ici et là, ce sont les lignes de rive. Pour pouvoir, si besoin, s'arrêter ou pas en fonction du marquage, hein, si c'est une ligne continue ou une bande d'arrêt d'urgence ou autre. Ça, c'est la ligne de rive. Ça fait partie de l'accotement. Ce n'est pas une voie de circulation. Donc, du coup, je suis sur la bonne voie ici. Je circule dans la bonne voie. Réponse A. Question 35. L'utilisation d'une pince pour réduire la tension de la ceinture de sécurité est sans danger en cas d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il y en a qui mettent ça pour une histoire de confort. Mais c'est dangereux en fait. Il faut surtout pas utiliser ça. Le but de la ceinture, c'est de vous plaquer contre le siège. Et il y a même au niveau du bassin, il y a un prétentionnaire qui va plaquer votre bassin, va plaquer vos fesses contre le siège, de manière à ce que vous n'avanciez pas trop. Le but, c'est de ne pas taper ni le volant, parce que vous allez projeter un peu vers l'avant, ni le volant, ni le montant de la voiture, ou de ne pas passer non plus à travers la ceinture et d'être éjecté. Parce que si la ceinture est détendue, vous pourriez très bien glisser entre le siège et la ceinture. Donc pour toutes ces raisons-là, l'utilisation d'une pince, ça empêche de vous bloquer, de bien vous caler contre le siège, d'accord, et de vous coincer contre le siège pour éviter d'être éjecté ou de taper un montant par exemple. Donc pour ces raisons-là, il ne faut pas utiliser une pince, c'est dangereux. Donc là, c'est réponse B. Question 36. Je peux tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on va analyser un petit peu ce qui se passe dans l'environnement. Pour l'instant, là, le marquage au sol, est-ce qu'il m'autorise à tourner à gauche? Et est-ce que j'ai pas de panneau d'interdiction? Donc là, ici, à l'arrêt, je ne vois pas panneau d'interdiction. On va revenir en arrière pour voir si on en voit un en chemin tout à l'heure. D'accord? En face, il n'y a personne. Donc là, pareil, je ne peux tourner à gauche, puisque je dois laisser passer ceux qui arrivent en face avant de tourner à gauche. Là, pour l'instant, je peux tourner à gauche. Le marquage au sol, j'ai une ligne continue, et à hauteur de l'intersection, j'ai des pointillés. Ça veut dire que je peux à la fois tourner à gauche, ou ceux qui arrivent ici, ils peuvent aussi, s'il y en a, tourner dans ce sens-là. D'accord? Ça, c'est possible. Alors, je vous en parle d'une autre possibilité. Des fois, vous pouvez rencontrer... Alors, on va oublier cette signalisation. Je vous en parle, c'est pour si vous avez d'autres photos, parce que vous pouvez avoir ce marquage-là, mais vous pouvez rencontrer d'autres types de marquages.
Vous pouvez avoir une ligne continue tout du long, et puis à hauteur de l'intersection, de votre côté, vous avez des pointillés. D'accord? Et puis là, la ligne continue, elle continue là. Voilà. La ligne continue et les pointillés. Si les pointillés sont de votre côté, ça veut dire que vous avez le droit de traverser dans ce sens-là. Par contre, ceux qui viennent de ce côté-là, bah là, ils ont la ligne continue en premier, donc ils n'ont pas le droit de la franchir pour ensuite aller sur cette route-là. D'accord? Si vous aviez eu à l'inverse la ligne continue d'abord et après les pointillés qui sont de ce côté-là, vous arrivez ici et vous avez la ligne continue. Donc vous n'avez pas le droit de la franchir pour tourner à gauche. Par contre, ceux qui arrivent ici, eux, ils ont les pointillés de leur côté, donc ils ont le droit de franchir les pointillés pour ensuite aller sur cette route-là. C'est la petite précision, ça ne fait pas partie de la question, mais je pense que vous appréciez ce genre d'explication pour si vous rencontrez ce genre de situation. D'accord? Donc, ici, on a un franchissement qui est possible. Alors on va voir si personne ne nous dépasse derrière, même si c'est une ligne continue. On va voir si personne ne nous dépasse derrière et s'il n'y avait aucune signalisation qui nous interdit de tourner à gauche. Donc on va revenir en arrière. Là, j'ai pas de signalisation. Depuis tout à l'heure, la voiture derrière n'a pas l'intention de me dépasser et toujours pas d'interdiction de tourner à gauche et toujours personne qui ne me dépasse. Donc toutes les conditions sont réunies pour pouvoir tourner à gauche. Donc c'était réponse A. Question 37. Je dépasse immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je klaxonne brièvement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, on a 3 cyclistes sur la chaussée. Ici, vous avez vu, on a un rétrécissement qui est là. Hein, donc, j'aurais pas beaucoup. En plus de ça, il y a un stop, un passage à niveau. Donc, ça fait beaucoup de choses à surveiller. Plus celui qui est assez proche derrière. Si je le dépasse, je vais m'écarter. D'accord? Mais à cause de ce rétrécissement-là, je vais être obligé de me rabattre brutalement pour pouvoir ensuite continuer ma route. Et là, je n'aurai pas les distances de sécurité nécessaires entre moi qui dépasse et le lot de vélos qui arrive là. Ça sera trop juste. Donc là, est-ce que je dépasse immédiatement? Non, réponse B. Est-ce que je klaxonne brièvement? C'est inutile de klaxonner ici. Il suffit que je patiente en ralentissant et en laissant un intervalle de sécurité entre eux et moi. Klaxonner ici n'apportera rien puisque de toute manière, il va falloir que je patiente derrière. Et c'est pas un danger immédiat parce que vous avez vu, on est en agglomération, donc je peux klaxonner qu'en cas de danger immédiat. C'est pas un danger immédiat, là c'est juste à moi de ralentir et de respecter mes distances de sécurité. Donc c'est réponse B et D. Question 38. Rouler à cette allure durant 100 km permet d'économiser du carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Fait perdre environ 14 minutes. Réponse C. 4 minutes. Réponse D. Alors, plus je vais rouler vite, plus ma consommation de carburant va être importante. En plus de ça, plus je vais rouler vite, plus il y aura une résistance à l'air. Et il faut savoir que la consommation de carburant va augmenter plus vite que la vitesse. Donc il y aura beaucoup plus d'écart de consommation de carburant. Si je roule entre 50 et 60 km/h, je vais consommer un petit peu plus, mais pas énormément. Par contre, si je roule à 120 et que je vais accélérer à 130 km/h, là je vais me mettre à consommer beaucoup plus. Pour vous donner une idée, la consommation, elle est à peu près à 5 litres au 100 quand je roule à 90 km/h. Elle est à peu près à 8 litres au 100
quand je roule à 130 km/h. Donc rouler à 120 km/h au lieu de 130 km/h sur une distance de 500 km par exemple, ça vous permet d'économiser 5 litres de carburant. C'est quand même pas négligeable. Donc là, 1 litre ici puisque vous parcourez 100 km. Donc évidemment, c'est intéressant au niveau consommation de carburant. Et je ne vais perdre que 4 minutes. C'est pas énorme 4 minutes. Donc réponse A et D. Question 39. Quel témoin sur le tableau de bord impose un arrêt immédiat? A, réponse A. B, réponse B. C, réponse C. D, réponse D. Vous êtes très nombreux à me demander des lives de manière à ce que je prenne du temps pour pouvoir répondre à vos questions et puis vous aider, puis en même temps c'est plus sympa. Donc j'ai mis en place des sessions de live, mais je veux que des personnes super motivées pour mes lives. Donc je vais les faire en mode privé. Alors comment ça va fonctionner? C'est-à-dire que là, je vais vous laisser un petit lien en dessous de cette vidéo pour vous inscrire par mail, comme ça en plus vous les louperez pas. Donc je vous enverrai un mail pour vous donner le lien du live et l'heure. À quelle heure on se donnera rendez-vous pour faire un live ensemble. J'en profiterai même pour vous envoyer des petits mails avec des petites astuces, des conseils ou des nouvelles réglementations. Et vous aurez aussi l'occasion de me demander qu'est-ce que vous voudriez qu'on travaille le plus dans le live suivant. Donc je vous laisse un lien où vous allez vous inscrire pour une newsletter et pour justement les lives. Ça sera donc des lives privés où je prendrai vraiment le temps avec vous de pouvoir répondre à vos questions. Alors, qui dit arrêt immédiat dit qu'il y a une urgence, forcément. Le témoin orange, ça informe le conducteur d'un élément important, mais c'est pas une urgence, c'est pas dangereux. Donc le témoin A, ce sont les feux de brouillard arrière, donc c'est important de savoir qu'on les a mis parce qu'on peut gêner ceux de derrière. Et le C, ça informe que les plaquettes commencent à être usées. Le B indique que les feux de détresse sont en fonctionnement, même s'il est rouge, par contre, ça n'impose pas l'arrêt. Le D, là, ça nous informe qu'il y a un problème dans le freinage. Donc là, il faut s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Donc c'était réponse D. Question 40. Pour faciliter ce croisement, je ralentis et je serre à droite, réponse A, ou je serre à droite et je ralentis, réponse B. Donc on peut voir là que il empiète un petit peu dans ma voie. Si je serre à droite, eh bien là je vais donc perdre l'adhérence dans la neige. Donc il est toujours préférable dans un premier temps de ralentir avant de serrer le bord droit, que ce soit de la neige ou pas d'ailleurs. Il faut toujours faire comme ça. Vous ralentissez et ensuite vous serrez le bord droit. Ça sera toujours dans cet ordre-là, ça retenez-le bien.